Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission au cœur de l'actu. Vous avez dû constater, tout comme moi, qu'il y a beaucoup d'auto-écoles de plus en plus à Ouagadougou et dans les autres villes du Burkina Faso. Il faut le reconnaître, les auto-écoles jouent un rôle très important dans la formation des conducteurs routiers, chose qui contribue efficacement à la promotion de la sécurité routière au Burkina Faso. Au regard de ce grand rôle qu'elle joue, il est important d'assainir le milieu et de faire respecter la réglementation en vigueur. Alors pour en parler, quoi de plus normal que de recevoir sur un même plateau deux acteurs clés, j'allais dire, du secteur. Nous avons ici à ma gauche le colonel Kanou Koulibaly, il est le directeur général de la DGTM, Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et j'ai à ma droite ici Mathieu Sawadgo, il est le représentant de l'association des enseignants de la conduite automobile du Burkina Faso. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors pour planter le décor, je me tourne pratiquement vers le directeur général. De prime abord, quand on parle d'auto-école, parce que on va dire que c'est pratiquement le thème qui nous réunit ici ce soir, quand on parle d'auto-école, quelle est la réglementation en matière d'autorisation même pour une ouverture d'une auto-école? Pour ouvrir une auto-école, il faut une autorisation du ministre chargé des Transports. Et cette autorisation est délivrée suite au traitement d'un dossier soumis par le promoteur au niveau de la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes. Et cela se fait en vertu du décret 2016-589 d'avril 2016 et d'un arrêté qui vient préciser l'application de ces décrets-là. C'est l'arrêté 2016-027 d'octobre 2016. D'accord, alors je reste avec vous. À ce jour-là, le Burkina Faso enregistre combien d'auto-écoles enregistrées au niveau de la DGTM ou au niveau du ministère des Transports, que ce soit à Ouagadougou ou au Burkina Faso en général? Nous avons enregistré à ce jour 174 sièges d'auto-écoles au Burkina et plus de 200 annexes. Ça c'est pour le cas de Ouagadougou. D'accord. Alors, on revient, mais là, je me tourne pratiquement vers M. Sawadgo. Vous êtes pratiquement le représentant de l'association des enseignants de la conduite automobile du Burkina Faso. C'est-à-dire que vous représentez pratiquement les moniteurs. Alors, la question que j'aimerais poser est la suivante. Quel est le mode de recrutement même quand on parle de moniteurs d'auto-école? Alors, merci pour votre question. Alors, quand on parle de moniteur d'auto-école d'abord, alors pour être moniteur, alors il faut d'abord être détenteur d'un permis de conduire. Voilà. Et lorsque vous avez le permis de conduire, il y a une formation qui est ouverte où vous pouvez aller vous inscrire. Alors pour suivre une formation et avoir un diplôme qui est appelé le KPK, qui est le certificat d'aptitude pédagogique et professionnelle pour l'enseignement de la conduite automobile. Alors, lorsque vous avez ce diplôme, vous pouvez postuler dans une auto-école pour devenir moniteur et enseigner. Alors, au jour actuel, combien on dénomme combien de moniteurs qui sont officiellement reconnus justement par cette association-là? Alors, cette association compte aujourd'hui 386 moniteurs. Bon, quand j'ai dit 386 membres plutôt, pas forcément moniteurs, parce que tous ces 386 alors ne sont pas détenteurs du KPK. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont là au cours de leur formation, mais qui continuent toujours, ont la possibilité, lorsque la formation est lancée, ils peuvent aller s'inscrire et avoir le diplôme. Mais bien avant d'avoir le diplôme, voilà, ils sont dans les auto-écoles qui sont des répétiteurs. Donc ces répétiteurs sont également dans notre association. Donc aujourd'hui, nous comptons environ 386
86 moniteurs. D'accord. Alors la sécurité routière, c'est quand même assez important parce qu'on sait que c'est des conducteurs routiers que vous formiez qui vont peut-être prendre la circulation. Est-ce que si ces personnes-là ne sont pas formées et n'ont pas justement ce certificat dont il est question, est-ce qu'on peut assurer d'une formation assez efficace et assez conséquente donnée justement aux conducteurs routiers? Alors, effectivement, comme vous le dites, pour avoir une formation de qualité, il faut avoir des moniteurs de qualité. Voilà, pour pouvoir former effectivement ce conducteur routier. Alors, mais c'est de façon générale. Voilà, sinon ceux qui sont reconnus comme moniteurs titulaires, ils sont là dans les auto-écoles qui ont forcément leur KPK, leur diplôme. Donc les autres, c'est en quelque sorte des aides-moniteurs, voilà, qui sont là juste pour accompagner. D'accord. Alors justement, en ce qui concerne, on parle du diplôme, on parle de ce certificat-là. Est-ce qu'au niveau de la DGTTM, on peut dire qu'il y a un suivi, j'allais dire même un accompagnement pour permettre aux différents moniteurs de pouvoir obtenir et avoir cette formation-là pour avoir le certificat? Bon, par principe, c'est le promoteur de l'auto-école qui doit s'assurer de recruter un personnel qualifié dans le domaine pédagogique et qualifié aussi dans le domaine technique. C'est vrai que nous avons un suivi avec l'association des auto-écoles. Nous veillons à ce que les conditions édictées dans le cahier des charges soient remplies. Notamment, une auto-école doit avoir un directeur technique, plus au moins 3 moniteurs. Nous veillons à cela. Alors, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a un contrôle au niveau des auto-écoles effectué par la DGTTM pour s'assurer véritablement de cette réglementation-là? Tout à fait, c'est ce qui a même amené à la fermeture des auto-écoles, parce que quand vous ouvrez hors normes, hors réglementation, ça veut dire que vous ne remplissez pas les conditions. Et quand vous ne remplissez pas les conditions, vous ne pouvez pas soumettre un dossier. C'est ça qui amène les gens à ouvrir l'auto-école de façon irrégulière. Est-ce qu'au niveau de la DGTTM, est-ce qu'on peut dire en fait qu'il y a une autorisation qui peut permettre, il a dit, permettre aux moniteurs répétiteurs de pouvoir déjà donner la formation aux conducteurs routiers? Ou est-ce que en fait, au niveau de la DGTTM, ce qui est encouragé et ce qui est mis en application, c'est que véritablement les différents moniteurs aient le certificat? La norme, c'est ça. Il faut avoir le certificat KPK dont il a parlé, mais on sait que la formation, c'est tout un processus. On ne devient pas du jour au lendemain moniteur. On peut passer par des phases, j'allais dire, préalables, qui ne sont pas, j'allais dire, reconnues comme telles, mais qui permettent à celui qui apprend de mieux cerner son domaine. Donc, ces répétiteurs peuvent être là comme des élèves aussi, mais en travaillant, en contribuant à la formation, ils se forment eux-mêmes avant d'aller suivre la formation de moniteur proprement dite. D'accord, on parle toujours de la formation, on a l'opportunité que vous êtes là sur notre plateau ce soir. Alors, beaucoup de citoyens décrivent pratiquement de mauvaises pratiques qui gangrènent, j'allais dire, le secteur des auto-écoles au Burkina Faso. J'allais dire même que le permis de conduire aujourd'hui semble être un document qui se négocie partant de l'obtention de l'examen, que ce soit le code, que ce soit le créneau, que ce soit la circulation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là? Alors, c'est des rumeurs que j'entends. Je n'ai pas eu de plainte formelle, je n'ai pas eu une dénonciation formelle, mais c'est des choses qui pourraient exister, mais tant qu'on n'a pas de données, je ne peux pas infirmer ou confirmer. Mais c'est des pratiques qu'il faut dénoncer, qu'il faut rejeter et faire en sorte que tout le monde suivre la réglementation en matière de... Parce qu'il est très dangereux de détenir un document alors qu'on n'a pas la compétence de ce document-là. On dit que vous êtes médecin alors que vous n'avez jamais été dans une école de santé, et vous êtes conducteur alors que vous n'avez jamais vu l'intérieur d'un véhicule. C'est dramatique, ça. Voilà. Et en ce qui concerne les examinateurs, quand on prend par exemple pour ce qui est de la conduite, est-ce qu'il y a une formation qui est adaptée par rapport à ces examinateurs-là, ou bien comment ça se passe concrètement? Exactement, il y a aussi une formation dédiée aux examinateurs.
Et cette formation est assurée par le CFTRA, qui est le centre de formation au transport et aux activités auxiliaires, qui relève de la Chambre de commerce. Donc il est demandé à ceux qui veulent être candidats examinateurs d'être de catégorie B et d'avoir au moins le permis C. À l'issue de ça, vous allez suivre la formation pour être examinateur. D'accord. Alors, M. Sawadgo, le colonel Kanou Koulibaly vient de dire en fait qu'il n'y a pas eu de plainte à proprement dit en ce qui concerne, j'allais dire, les arrangements pour obtenir le permis de conduire. Vous qui êtes avec les apprenants, les apprentis conducteurs routiers, est-ce que vous n'avez pas été confronté à des propositions de citoyens même pour pouvoir aller, j'allais dire, rapidement pour pouvoir obtenir le permis de conduire? Alors, comme le directeur a eu à le dire, alors, quand on parle de moniteur, c'est quelqu'un qui est qualifié pour exercer son domaine de formation. Alors, et nous qui sommes qualifiés pour exercer ce domaine, quand est-ce que du moins le candidat va venir vers le formateur pour négocier un arrangement? C'est lorsqu'il n'est pas satisfait d'abord de sa formation. Lorsqu'il voit que le mot de formation, voilà, ne l'arrange pas ou encore un truc comme ça. Mais du moment que nous assurons notre formation comme il faut, bon, à mon niveau, je n'ai pas encore rencontré ce genre de trucs qu'on vienne me faire une proposition. Puisque, comme M. le directeur a dit également, dans notre association, c'est un système que nous, on combat. Puisque le but même de la création de l'association, c'est un truc qui fait partie. Voilà, on combat ce genre de pratiques. Faites bien le travail pour éviter d'éventuelles propositions de ce genre. Voilà, personnellement, je n'en ai pas encore entendu, je n'ai pas encore vu. Et on souhaite en tout cas que les candidats puissent, à chaque fois lorsque tu viens pour t'inscrire et passer ton permis de conduire, que tu suives la formation de façon normale. Et éviter, voilà, de chercher ces raccourcis qui sont d'ailleurs même peut-être des rumeurs. Donc on entend même justement, on reste dans les rumeurs, vous êtes là, on a l'opportunité d'en parler, on reste dans les rumeurs, on entend même souvent dire en fait que tant que par exemple tu es dans la formation, tant que tu ne glisses pas souvent quelque chose, tu ne peux pas rapidement avancer parce que les moniteurs eux-mêmes vont te bloquer en attendant que tu puisses apporter quelque chose pour que tu puisses aller vite. Alors, merci. Vous voyez, pour la formation, pour l'obtention du permis de conduire, régi par un programme. Il y a un programme d'enseignement. Et lorsque ce programme est donné comme il faut, moi je vois qu'il n'y a pas de raison à ce qu'un candidat soit prêt pour aller à un examen et qu'un moniteur le bloque. Qu'est-ce qu'il gagne là-dedans? Parce que le fait même d'aller à l'examen et que le candidat réussit à son examen, c'est d'abord une fierté pour le moniteur. Parce que là, j'ai formé quelqu'un et il a réussi à son examen, il a son permis de conduire qui va le permettre peut-être à chercher voilà, du travail, quoi faire, un truc comme ça. Donc, nous faisons normalement notre travail. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison à ce qu'un moniteur récale un candidat parce qu'il ne lui a pas glissé quelque chose. D'accord. Voilà. Alors, on parle justement de la formation, colonel Kanou Koulibaly. Quand on parle de la formation, on voit qu'il y a pratiquement le code et puis, par exemple, il y a des diapos, par exemple, qui sont lancés pour permettre la formation des conducteurs routier, j'allais dire comme ça. Est-ce que la méthode est en train d'être révisée? Est-ce que la méthode n'est pas ancienne? Est-ce qu'elle est adaptée au regard des choses qui s'améliorent et qui avancent très rapidement? Bon, méthode ancienne, oui et non, c'est plutôt, à mon sens, adapter les moyens modernes à l'enseignement de la conduite automobile. Ça veut dire quoi? On peut utiliser l'ordinateur et puis des logiciels pour faciliter l'enseignement. Donc l'enseignement assisté par ordinateur à l'aide de diapos, effectivement. Et ça peut permettre d'entraîner les candidats au test, l'examen, en les mettant dans les conditions de l'examen, puisqu'ils connaissent à peu près comment ça se passe. Voilà, donc je pense que ce n'est pas très lié
la technologie et puis le contenu des cours. D'accord. Et justement, quand on parle du contenu des cours, on voit que le gouvernement est en train de travailler à instaurer, à permettre justement aux élèves, j'allais dire depuis le primaire, de pouvoir avoir des formations en code et en sécurité routière. Où en est-on exactement avec cette introduction-là? Alors, normalement, c'est un programme du ministère chargé de l'Éducation nationale. Okay. Je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait actuellement du côté de Koudougou pour voir comment implémenter le code de la route au niveau de l'école. D'accord, code de la route au niveau de l'école. Je reviens avec monsieur Sawadgo. Je reviens toujours avec les gouvernements parce qu'aujourd'hui on a l'opportunité, il faut qu'on en parle. On va voir par exemple dans certaines situations où on dit qu'il y a des arrangements. Quand on parle, il y a des arrangements entre le conducteur routier, l'apprenant, avec le moniteur et même avec l'examinateur qui est envoyé justement par la DGTTM en ce qui concerne la conduite. Alors, c'est ça que j'ai dit souvent, il ne faut pas trop se fier aux rumeurs. Et quand on parle de la formation en général, comme dans tout autre domaine d'enseignement, alors il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, les cours d'appui. Est-ce que vous voyez? Quand on parle du cours d'appui, que ce soit au niveau du code ou encore au niveau de la pratique, qui est le créneau et la circulation, il y a tous ces cours d'appui. Alors, et lorsque le candidat qui vient, il voit que le programme que l'auto-école a mis en place ne suffit pas à ce qu'il puisse avoir son permis, alors il peut demander un cours d'appui. Et lorsqu'il donne un cours d'appui, l'auto-école lui fixe un prix. Voilà ce que vous devrez payer pour avoir ce cours d'appui si vous voulez. Alors, si ce dernier prend ça comme étant un arrangement, bon, là, je suis désolé, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, colonel, est-ce qu'il y a, en matière du permis, pour payer, par exemple, au niveau des auto-écoles, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir son permis de conduire, est-ce qu'il y a une réglementation qui encadre, quand on parle, par exemple, non, du prix à payer pour pouvoir avoir son permis? Quel est le prix moyen et quel est le prix qu'on ne doit pas dépasser? Est-ce qu'il y a un encadrement à ce sujet? À mon sens, je n'ai pas encore vu un encadrement, un texte qui encadre la tarification de la scolarité pour l'enseignement de la conduite automobile. Je pense que les prix qui sont appliqués actuellement sont à l'intérieur de l'association qui ont regardé et qui voient quel montant il faut réclamer pour tel ou tel, notamment le permis B, non, les A, les permis A, les permis B et le permis C notamment. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de permis qu'on n'en parle pratiquement pas. Quand on parle de permis, on va parler par exemple non, de permis C, de permis D. Alors que par exemple, il y a des permis par exemple qui sont adaptés par rapport aux motos, aux engins à deux roues. On n'en parle pratiquement pas. Est-ce à dire en fait que c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle au niveau de la circulation qu'on n'en parle pas, on n'en fait pas véritablement quelque chose d'assez important? Alors, j'ai vu beaucoup de choses au Burkina parce que je suis d'un certain âge. Qu'est-ce qu'il y avait au Burkina avant Volta? Il y avait des petites motos pour lesquelles on ne demandait pas de permis. Et par la suite, l'évolution a fait que ces motos ont été remplacées par des motos plus puissantes. Et la pratique a fait que dès que vous avez de l'argent, vous allez payer une moto et vous commencez à rouler. Sans se soucier préalablement de se munir de documents qui autorisent à aller à moto sur la voie publique. Donc c'est cette pratique-là qui perdure jusqu'à présent, mais il y a des initiatives qui sont en cours pour amener les gens à avoir le permis moto pour se préserver et préserver les autres. D'accord, pour se préserver et préserver les autres, on sait que ça passe par l'examination. Oui. Et j'aimerais quand même revenir un peu sur les examinateurs. Quand on parle de, par exemple, j'allais dire de la grille de notation, est-ce qu'il y a une grille de notation qui est uniforme pour tous, en ce qui concerne tous les examinateurs, ou comment ça se passe? Dans les documents qui encadrent de façon réglementaire l'examen du permis de conduire, il y a le code de déontologie des examinateurs. Dans ce code-là, il y a une grille uniforme pour tous les examinateurs et dans tout le Burkina Faso. Qu'il s'agisse du code de la route, qu'il s'agisse de la conduite.
Et la conduite est en 2 phases. Il y a l'entrée en garage qu'on appelle généralement le créneau et il y a la circulation. D'accord. Et en ce qui concerne le programme d'examen, Oui. comment ça se passe exactement? Le programme de l'examen, alors une fois les apprenants suffisamment formés, le programme est terminé au niveau de l'auto-école. L'auto-école demande à la DGTTM de les programmer pour l'examen. Ils sont programmés et l'examen se fait, comme je l'ai dit, en 2 phases. Pour le code, il y a des questionnaires qui sont connus et pour la pratique, la conduite, le créneau, il y a des créneaux qui sont obligatoires. Il y a des manœuvres que le candidat doit pouvoir faire avec le véhicule. Il y a des manœuvres obligatoires pour être confirmé comme comment on appelle ça, pour être confirmé comme titulaire d'un permis de conduire. Okay. Donc, tout ça c'est fait, c'est codifié. Et les moniteurs le savent, les examinateurs le savent. Et généralement, les moniteurs mettent l'accent sur ce qui peut éventuellement venir au cours d'un examen vers la fin de la formation. D'accord, alors vers la fin de la formation, quand on parle justement des permis de conduire, aujourd'hui on est en train de changer pratiquement le permis de conduire pour qu'on puisse laisser l'ancien permis de conduire pour emprunter le nouveau. Je l'ai dit, qui est devenu plus amélioré. Alors le timing qui est donné, il y a eu un timing qui avait été donné, on sent qu'il y a eu une prolongation. Au niveau de la DGTTM, est-ce que par rapport au changement du permis, où en est-on exactement? Vous voulez parler du document qu'on... C'est exactement. D'accord. Le document qu'on fournit. Oui, alors nous avons eu des soucis techniques il n'y a pas très longtemps, mais pendant ce temps de silence, j'allais dire, nous avons quand même récupéré des dossiers, nous avons enregistré des dossiers, et quand le système a été rétabli, nous avons eu au moins un mois, une semaine pour rattraper le trop de dossiers perçus. Okay. Donc actuellement, on peut avoir son permis en principe en 1 semaine et la carte grise en 2 semaines. On peut avoir son permis en 1 semaine. Voilà, on voit, là encore, je reviens par rapport aux rumeurs justement qu'on entend. Oui. Là, on dit par exemple, non, il peut encore avoir des arrangements au niveau de la délivrance du permis ou du changement du permis. Voilà, il suffit de connaître quelqu'un qui, à partir de cela, va actionner très rapidement. Et là, si tu arrives, c'est juste prendre ta photo et puis on te délivre ton permis. Tu n'as plus besoin de passer par les guichets. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le processus est tel que vous ne pouvez pas sauter. Voilà. En fait, le problème des citoyens burkinabés, les gens se complaisent dans un certain comportement. Se plaindre sans pour autant aller vers l'autorité et puis dénoncer un comportement, j'allais dire, anormal. Sinon, il n'y a pas de traitement de faveur qui tienne parce que le système est numérique. Quand vous n'êtes pas enregistré avant quelqu'un, vous ne pouvez pas passer après lui. D'accord. Devant lui plutôt. D'accord. Alors, la Direction générale des transports terrestres et maritimes a eu des échanges le vendredi 19 mai 2023 avec l'association des auto-écoles du Burkina, le syndicat des enseignants de la conduite automobile et l'association des enseignants de la conduite automobile du Burkina Faso sur la situation des auto-écoles irrégulières, les sanctions qui y sont relatives et le mode de recrutement et de formation des moniteurs d'auto-école. D'ailleurs, une opération qui s'est étendue du 7 novembre au 4 décembre a suivi ces échanges-là. Cette opération a occasionné la fermeture de 118 écoles ne respectant pas les réglementations en vigueur. Alors, pour en parler, nous allons le voir, nous allons suivre ensemble la conférence de presse que vous aviez donnée, le temps de revenir pour poursuivre cette émission. 118 auto-écoles ont été fermées entre le 7 novembre et le 4 décembre 2023 à Ouagadougou. C'est la principale information donnée au cours de cette conférence de presse de la Direction générale des transports terrestres et maritimes, DGTTM. La raison évoquée pour ces fermetures massives est le non-respect des normes et l'absence d'autorisation d'ouverture délivrée par la DGTTM. En effet, sur instruction de la hiérarchie, la DGTTM a entrepris de fermer les auto-écoles
ouverte sans autorisation préalable du ministre chargé des Transports. Débutée le 7 novembre 2023, l'opération s'est terminée le 4 décembre 2023. Durant cette période, ce sont 118 auto-écoles qui ont été fermées. Le directeur général de la DGTTM a souligné que cette décision drastique porte déjà des fruits. Il promet que l'opération va se poursuivre dans les régions. Il est clair pour la DGTTM que ces auto-écoles opérant sans les accréditations nécessaires compromettent les normes de sécurité et de qualité requises pour l'enseignement de la conduite. L'opération a porté fruit car à ce jour, la DGTM a enregistré 32 demandes d'ouverture d'auto-école. Ces demandes, si elles sont traitées, permettront de régulariser la situation des auto-écoles fermées. L'objectif de cette opération, qui va se poursuivre dans les régions, est d'amener les promoteurs d'auto-écoles à se conformer à la réglementation en vue de fournir des prestations de qualité aux citoyens dans le cadre de l'enseignement pour l'obtention du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur. Cette action vise à garantir la conformité aux réglementations en vigueur et à assurer la sécurité des futurs conducteurs. La DGTTM reste vigilante quant au respect des normes dans ce secteur et continuera à prendre des mesures pour garantir des pratiques conformes à la réglementation, a promis les conférenciers. Voilà, chers invités, de retour sur notre plateau. Je commence avec le colonel Kanou Koulibaly. 118 écoles ne respectant pas les réglementations en vigueur. Dites-nous quels ont été pratiquement les critères ayant conduit à la fermeture de ces auto-écoles-là. Je peux dire que c'est un seul critère, le non-respect de la réglementation. Okay. Voilà. Et parce que c'est essentiellement des annexes. Okay. Les annexes sont, j'allais dire, liées à un siège et appartiennent, que ce soit les annexes et les sièges, ça appartient à un seul promoteur. Les conditions d'ouverture d'une annexe sont exactement les mêmes que pour ouvrir un siège. Maintenant, quand vous venez, vous avez un siège et que vous allez ouvrir des annexes sans suivre la réglementation, on a l'impression pour les citoyens de croire que, bon, comme il y a un siège, bon, peut-être que l'annexe aussi s'est ouverte dans les mêmes conditions. Donc, le siège met les citoyens en confiance vis-à-vis de l'annexe. Est-ce qu'il y a eu des interpellations par rapport à ces 118 auto-écoles qui sont fermées actuellement? Est-ce qu'il y a eu des interpellations avant même de procéder à la fermeture? Tout à fait. Dans tous les cas, les promoteurs connaissent la réglementation. Et il y a eu des échanges avec l'association des auto-écoles. Le bureau est venu nous rencontrer à notre siège. Nous avons échangé. C'est eux-mêmes qui ont, à la limite, nous attiré l'attention avec un rapport qu'ils ont produit. Et nous avons confirmé cela avec des sorties des équipes de contrôle. D'accord. Alors, monsieur Mathieu Sawadgo, 118 auto-écoles qui ont été fermées par la DGTTM. Quelle réaction, quelle appréciation faites-vous de cette opération? Alors, l'appréciation que nous faisons d'abord, alors nous, on est là pour représenter les moniteurs. C'est ça. Et lorsque vous voyez 118 auto-écoles fermées, et que, comme monsieur le directeur venait de le dire, pour ouvrir une auto-école, il nous faut au minimum 3 moniteurs. Donc nous supposons que nous avons au moins près de 300 moniteurs qui vont se retrouver au chômage. Là, c'est un coup dur pour nous. Il faut le reconnaître. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'il faut encourager ceux qui étaient là. Il faut se mettre en règle. Ça, c'est une évidence. Mais maintenant, peut-être ce que nous, on souhaitait, alors, qu'est-ce qu'on pourra faire pour ces moniteurs maintenant qui sont là, qui n'ont pas quelque chose à faire? Parce que l'association, on reçoit toujours des plaintes.
Voilà, et on voit les conditions dans lesquelles ces moniteurs se trouvent aujourd'hui. Donc c'est un coup dur pour les responsables d'auto-école, c'est un coup dur pour le moniteur en question. Parce que si l'auto-école est fermée, alors ceux qui ont la chance seront reversés au niveau du siège pour qu'ils puissent continuer. Mais ceux qui n'ont pas la chance, en ce moment, ils font comment? Donc c'est un peu compliqué à notre niveau. Voilà. Alors justement, au niveau de l'association des moniteurs, est-ce qu'il y a eu, après justement l'annonce de la fermeture, est-ce qu'il y a eu par exemple une approche de l'association au niveau de l'association des auto-écoles pour discuter en ce qui concerne justement, j'allais dire la réintégration ou bien la conversion des moniteurs qui actuellement sont en chômage? Oui, avec les responsables d'auto-école, nous échangeons permanemment. Et quand l'annonce est venue, alors il y a un groupe, nous avons délégué des membres du bureau, aller rencontrer effectivement les directeurs pour essayer d'échanger, alors voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ces moniteurs qui sont au chômage. Alors, mais il y a eu des promesses en tout cas d'accompagnement et il y a beaucoup qui ont pu réintégrer au niveau du siège. Et quand vous avez remarqué tout de suite au niveau de l'émission, voilà, de la rencontre qu'ils ont eu à tenir, il y a plus de 30 auto-écoles qui sont revenues pour demander des ouvertures. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne partie également, alors qui a pu reprendre et continuer à travailler. Donc, mais cela ne veut pas dire que c'est fini. Il y a toujours des moniteurs qui sont là, alors qui ne travaillent pas. Et on va toujours plaider à ce que nos promoteurs, la direction des transports, puissent effectivement voir le cas de ces moniteurs qui sont là. D'accord. Et à l'issue de ces échanges avec l'association des auto-écoles, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un motif de satisfaction en ce qui concerne l'association des moniteurs? Oui, il y a toujours un motif de satisfaction lorsque nous partons vers eux pour échanger avec eux. Voilà, ils comprennent nos situations parfois et voilà, on discute. Mais en tout cas, il y a satisfaction et on pense que d'ici là, voilà, beaucoup de problèmes seront résolus. D'accord. Il a dit, colonel Lakanou, il a dit tout à l'heure, après justement l'annonce de la fermeture qui a été effective, il y a eu pratiquement 32 demandes d'ouverture d'auto-école pratiquement qui sont revenues juste après cette fermeture-là. On peut alors dire que cette fermeture-là porte des fruits. Tout à fait. Et quand il parlait tantôt de 300 moniteurs au chômage, je pourrais dire que ce n'est pas exactement cela. Parce que dans les demandes de régularisation que nous avons reçues, il y a des promoteurs qui ont mentionné dans leurs demandes les mêmes noms de moniteurs et pour les sièges et pour les annexes. Donc du coup, il y a un problème. On ne partage pas les moyens humains et techniques pour les sièges et les auto-écoles. En tout cas, pour nous, ça a porté fruit parce que il y a déjà, je pense que si ma mémoire est bonne, il y a 4 dossiers qui ont déjà été validés par le ministre chargé des Transports et ces personnes ont certainement ouvert et puis commencent à travailler. Dans tous les cas, quand vous allez vers quelqu'un pour demander un emploi, il faut vous rassurer que le travail dans lequel il se trouve est légal. Sinon, vous allez fortement subir un jour une sanction, même si ce n'est pas de votre faute. D'accord. Alors, le colonel vient de dire quelque chose ici qui est quand même assez important de le souligner. Là, on parle des moniteurs, on parle de 300 moniteurs, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous aviez la certitude et l'assurance que tous les moniteurs qui sont régis, enregistrés dans votre association, est véritablement enregistrés également sur les papiers des différents responsables? Alors, parce que là, le colonel parle de pratiquement les mêmes noms qui se retrouvent, que ce soit au siège ou que ce soit au niveau des annexes. Alors, il faut comprendre que c'est comme ce que je viens de dire. Alors, il y a des moniteurs certifiés qui ont leur diplôme. Et il y a également ces moniteurs qui secondent, qui aident ces moniteurs, les aides moniteurs. Alors, lorsque le siège est fermé, que l'aide moniteur est là, même s'il n'est pas enregistré, on peut dire quand même que c'est quelqu'un de plus qui est au chômage. Voilà, donc ils peuvent ne pas être enregistrés
au niveau de la direction, mais comme ils travaillent, ils aident à dispenser le cours. Voilà, on peut dire que, voilà, c'est ça. D'accord, alors c'est ça. Quel avenir, donc, on peut dire, en ce qui concerne les moniteurs actuellement au chômage? Quel avenir? Si par hasard, il y a des auto-écoles qui n'ont pas pu se mettre en règle, et ces personnes-là peut-être sont, selon le dû au chômage, quel avenir en ce qui concerne l'association? Est-ce que vous aviez eu déjà à échanger dans ce sens-là pour voir quelle est la conduite à tenir? Alors, l'avenir qui leur est réservé, bon, vraiment, ce que nous souhaitons, pas que les auto-écoles qui ont été fermées restent là à ne pas être ouvertes. Donc, notre souhait actuellement, qu'ils puissent réunir les conditions pour que les écoles s'ouvrent, pour que les moniteurs reviennent encore pour reprendre leur travail. Mais maintenant, on a eu des échanges avec la direction des transports, voilà, notamment avec monsieur le directeur de la normalisation, alors avec ce chef de service, l'association des enseignants de la conduite automobile, on est allé le voir. Nous avons quand même soumis quelques doléances, ainsi que l'association des responsables d'auto-école. Nous avons soumis nos doléances à ce que les moniteurs qui sont là, qui ne sont pas formés, alors qu'ils puissent être formés. Donc s'ils sont formés, bon, je pense que tous ces problèmes pourront être réduits. Voilà. S'ils sont formés, il y a beaucoup de problèmes qui seront pratiquement résolus, j'allais dire ça comme ça. Alors, directeur général, est-ce qu'on peut dire quelles sont les actions mises en œuvre pour accompagner justement les moniteurs dans le sens de leur formation, comme ils l'ont souligné dans une des doléances qui vous ont soumises? Vous remarquerez que l'État n'a pas d'établissement d'enseignement à la conduite des véhicules terrestres à moteur. Il n'y a que la chambre de commerce seule qui forme des personnes pour être moniteur d'auto-école et examinateur d'auto-école. Je ne peux pas ici donner des moyens d'accompagnement pour la formation de moniteurs parce que ça demande des moyens. Et je ne suis pas en mesure de le dire. Et je ne pense pas qu'au niveau de la GTTM, il y a une forme d'accompagnement. Déjà, la forme d'accompagnement, c'est de ne pas sanctionner l'infraction qui existe ou qui a existé. Et le reste, nous continuons de sensibiliser et ça aussi, c'est une forme d'accompagnement. Sinon, on n'a pas d'autres moyens d'accompagnement pour former des gens pour être moniteurs d'auto-école. D'accord, on n'a pas beaucoup de moyens pour former ces moniteurs. Là, on a le directeur général de la GTM qui est là sur notre plateau. Alors, quelle est la plus grande attente de l'association des moniteurs en ce qui concerne même la GTM pour les permettre d'être dans des conditions requises pour pouvoir donner une formation de qualité aux conducteurs routiers? Alors, c'est toujours la même chose que je viens de vous dire. Alors, c'est souhaité, même s'il n'y a pas une forme d'accompagnement, alors si, voilà, je me dis que peut-être ils essaient de s'engager avec peut-être d'autres structures, alors pour quand même aider ceux de leur milieu, alors je pense que si tout va bien, voilà, ils peuvent avoir quelque chose pour nous aider, voilà, même s'ils n'en ont pas. Donc, c'est toujours demander à ceux qu'ils essaient encore plus. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le directeur, l'opération en ce qui concerne la réglementation qui est mise en application actuellement, là on parle de Ouagadougou, et là au cours de la conférence de presse, vous l'aviez cité, vous l'aviez mentionné, l'opération va continuer dans les autres régions. Quel est l'état actuellement de cette opération dans les autres régions? Est-ce que l'opération a déjà commencé? Est-ce qu'il y a un calendrier en ce qui concerne cette opération? Nous sommes en liaison avec les directeurs régionaux en charge des transports pour déjà identifier d'éventuelles auto-écoles qui ne seraient pas en règle. Pour l'instant, nous n'avons pas arrêté de calendrier de sortie, mais ça ne serait tardé. D'accord, alors ça ne serait tardé, mais quand on parle de la réglementation pour une auto-école qui, par exemple, n'est pas en règle, qui a été fermée, quel est le temps qu'il faut pour permettre à cette auto-école-là de reprendre de belles lurettes? Il n'y a pas de temps.
Si le promoteur se met à jour, demain il vient avec son dossier, c'est géré et puis il a son autorisation et c'est reparti. Et justement, le traitement de ce dossier pour le permettre de pouvoir reprendre, combien de temps environ ça peut prendre? Comme c'est connu, nous allons traiter et puis envoyer au cabinet des ministres. On pourrait avoir l'autorisation au bout d'une semaine. D'accord. Alors, donc, il y a une assurance quand même qui est faite par le directeur général en ce qui concerne la reprise du travail des auto-écoles. Et en ce qui concerne les moniteurs, voilà, pendant ce temps de latence-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a ce soutien au niveau des différents moniteurs, des différentes auto-écoles pour permettre à chaque moniteur de pouvoir continuer de travailler pour ne pas rester dans ce chômage-là? Oui, ce soutien, ça ne manque pas. Ça ne manque pas puisque là, nous vivons en famille. Et lorsqu'on est en famille et qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, il faut très vite aller le secourir. Donc ces soutiens, ça ne manque pas, que ce soit au niveau des moniteurs ou encore peut-être d'autres qui n'arrivent pas à exercer, peuvent aller dans d'autres auto-écoles, exercer comme vacateurs. Voilà, c'est des choses qui se passent et puis voilà. D'accord. Et comment, directeur, comment assainir? Parce que je pense qu'il faudrait quand même qu'on en parle. Quand on parle le milieu, le secteur, on l'a dit, il y a beaucoup de rumeurs qui courent pratiquement en ce qui concerne ce secteur-là. Comment assainir le secteur entaché de plusieurs arrangements quand on parle de l'obtention du permis de conduire? Alors, comme l'homme ne veut pas aller à l'application de la réglementation, il faut des contrôles-sanctions. Contrôle-sanctions et travailler à faire en sorte que si vous n'êtes pas en règle, vous ne puissiez pas suivre les cours et vous ne puissiez pas passer le permis de conduire. Et il y a des réflexions qui sont en cours et qui sont suffisamment avancées dans ce domaine-là. Alors, est-ce qu'on peut dire en fait qu'après cette opération qui va amener, inciter les responsables d'auto-école à pouvoir être en règle, est-ce qu'après cette opération, s'il y a encore des auto-écoles, par exemple, qui ne sont toujours pas en règle ou qui continuent toujours peut-être de faire des choses qui ne vont pas, qui n'entrent pas en ligne de compte avec la réglementation en vigueur, est-ce qu'il y a des actions de répression qui sont prévues? Naturellement, toutes les auto-écoles fermées ne peuvent rouvrir que si le promoteur détient l'autorisation du ministre chargé des Transports. Si vous ouvrez sans cette autorisation, ça veut dire que vous êtes prêt à subir la sanction qui sera le retrait, soit la suspension de votre autorisation, même au niveau du siège, vous ne pourrez plus travailler, ou purement et simplement le retrait de l'autorisation de mener l'activité d'enseignement de la conduite automobile. D'accord. Directeur, c'est quand même bien qu'on en parle. Quand on prend par exemple les auto-écoles, vous avez donné le nombre dès le début de cette émission, est-ce qu'on ne dira pas qu'il y a beaucoup d'auto-écoles pratiquement de nos jours? Est-ce qu'on ne dira pas qu'il va falloir qu'arrivé à un certain moment, on arrête par exemple de donner des accréditations, des autorisations d'ouverture pour pouvoir réglementer pratiquement le milieu? Pour l'instant, ce n'est pas dans la réglementation. Nous traitons le dossier à mesure qu'ils arrivent. Il n'y a pas de limitation. Ce qui pourrait être fait, à mon sens, c'est de coincer un peu le cahier des charges et faire en sorte que l'auto-école soit vraiment un espace où, comme les écoles classiques, avec une grande cour qui peut recevoir des élèves, des apprenants d'un certain nombre, parce qu'il y a des auto-écoles, quand vous regardez, vous avez envie de pleurer. C'est à la limite comme un débarras qu'on a essayé d'améliorer et d'aménager pour recevoir les gens. Donc on peut essayer de corser un peu les conditions, mais de faire en sorte que quand vous ouvrez, vous pouvez accueillir beaucoup d'apprenants. Et puis, bon, si c'est limité, si c'est accessible, c'est vrai qu'il y a aussi, faut tenir compte de l'évolution démographique, mais ça peut être fait comme ça.
Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour permettre aux auto-écoles de pouvoir véritablement travailler à l'aise? Est-ce que au niveau de la DGTTM, est-ce qu'il y a un appui, j'allais dire financier ou même matériel, pour permettre justement aux auto-écoles de pouvoir travailler comme il se doit? Le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière n'est malheureusement pas le ministère des Finances. Non, il n'y a pas d'accompagnement financier pour ce secteur. Ce que nous faisons, c'est l'accompagnement, j'allais dire, technique. Voilà, quand quelqu'un vient vers nous, nous lui donnons les conseils qu'il faut et la personne va se débrouiller parce que pour nous, c'est de l'entrepreneuriat privé. Et tout ce qu'on fait, c'est de faire en sorte que la personne puisse entrer rapidement, si elle remplit les conditions, en possession de son autorisation afin d'exercer. Sinon, il n'y a pas une ligne budgétaire pour accompagner des promoteurs d'auto-école, à ma connaissance. D'accord. On parle de budget, on parle de finances, on parle d'argent. Et en ce qui concerne justement la rémunération des moniteurs, est-ce qu'on peut dire au niveau de l'association, est-ce qu'on peut dire que les moniteurs sont payés régulièrement, ils obtiennent régulièrement leur paye, ou est-ce que vous avez déjà enregistré des plaintes en ce qui concerne même le salaire des moniteurs dans les différentes auto-écoles? Alors, parlant des payes des moniteurs d'auto-école, les auto-écoles varient en fonction. Voilà. Et toutes les auto-écoles ne payent pas leurs moniteurs au même prix, puisque les conditions même de recrutement ne sont pas pareilles. Voilà. Mais il faut reconnaître que, en toute franchise, alors nous vivons parfois des conditions un peu difficiles. Nous vivons des conditions un peu difficiles, alors que ce soit au niveau du recrutement, tout ça, parce que sachez que il y a des moniteurs même pour leur recrutement qui ne sont pas recrutés sous un contrat. Donc vous voyez, lorsque tu n'es pas recruté sous un contrat, donc parler de rémunération déjà, alors c'est pas aussi facile. Mais quand je dis il y a des moniteurs, il faut reconnaître que ce n'est pas tous les moniteurs. Parce qu'il y a quand même des responsables d'auto-école qui ont compris, voilà, que pour que le travail il soit bien fait, il faut que le moniteur soit à l'aise. Donc il y a certains moniteurs qui sont à l'aise, qui font leur travail comme il faut, mais il y a d'autres vraiment, c'est pas aussi simple. Voilà, donc nous allons profiter de votre micro et puis solliciter, demander à ceux qui ne sont pas vraiment dans cette ligne-là, d'essayer de voir le cas du moniteur pour qu'il soit quand même un peu satisfait. Là, il pourra quand même dispenser le cours à l'aise. Et le moniteur, pour qu'il puisse dispenser le cours à l'aise, ce n'est pas seulement sa rémunération, mais c'est également aussi le matériel avec lequel il utilise pour travailler. Aujourd'hui, on va voir par exemple des camions, et c'est sûr par exemple que la DGTTM interpelle beaucoup en ce qui concerne la réglementation des camions. Est-ce qu'au niveau justement des auto-écoles, est-ce qu'on peut dire en fait que en termes de camions, pour la formation même des conducteurs routiers, est-ce qu'on peut dire même que ça suit les normes? C'est comme ce que monsieur le directeur venait de dire, parce que pour ouvrir l'auto-école, d'abord, il y a tout ça là-dedans. Et lorsque ton camion que tu as amené, ça ne répond pas aux normes, ben, tu ne peux pas avoir une autorisation. Donc, du moment quand même que tu as cette autorisation, on peut dire que ce camion, il répond aux normes. Maintenant, avec le temps, au fur et à mesure que ça travaille, il y a un amortissement qui est là. Et lorsque l'amortissement est là, il faut renouveler. Et nous voyons tous, nous savons les conditions dans lesquelles est-ce que nous travaillons, nous nous trouvons, c'est pas aussi simple parfois. Voilà. Okay. Vu les conditions même au niveau des cahiers des charges pour ces renouvellements-là, c'est pas aussi facile. Donc ça fait que parfois c'est compliqué même avec le travail. D'accord. Et à l'issue justement de ce qu'il vient de dire et à l'issue de cette opération qui a permis de fermer 118 auto-écoles, alors Monsieur le colonel Kanou Koulibaly, qu'est-ce que vous aviez, quelles sont vos attentes même déjà vis-à-vis même des responsables d'auto-école d'abord, et quelles sont vos attentes vis-à-vis même des moniteurs pour permettre aux conducteurs routiers d'avoir une formation saine et une formation de qualité? J'attends une chose très simple, que chacun dans son domaine respecte ce qui lui est demandé par les textes qui encadrent son activité, que le promoteur d'auto-école mettre à disposition et des moniteurs et des apprenants
le matériel minimum requis pour la formation des candidats au permis de conduire. Et au niveau des moniteurs, je leur demande d'être professionnels, d'être suffisamment pédagogiques pour pouvoir donner l'enseignement comme il se doit à ceux qui sont venus pour apprendre. Alors 118 auto-écoles fermées, là il y en a 32 qui sont revenus pour réglementer, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'auto-écoles qui n'ont pas encore fait le pas pour justement cette réglementation-là. Peur ou quoi? Qu'en est-il exactement? Quelle assurance pouvez-vous leur donner pour qu'ils puissent revenir? Nous, nos portes sont ouvertes. Celui qui est prêt avec son dossier ou qui a besoin de conseils pour pouvoir avancer dans son dossier, nos portes sont ouvertes pour l'accompagner. Et si la personne vient, elle va recevoir le conseil qu'il faut pour pouvoir compléter son dossier. Mais nous n'avons pas de moyens pour lui donner un véhicule, pour lui recruter des moniteurs pour lui. Ça, je suis vraiment désolé. D'accord. Et justement, ce qui concerne les moyens, que ce soit pour accompagner les différentes auto-écoles, parce que c'est les moniteurs pratiquement qui travaillent, qui sont sur le terrain avec les conducteurs routiers qui sont en train d'apprendre. Quelles sont vos attentes à l'issue justement, que ce soit de la fermeture, à l'issue de cette émission? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de vos responsables? Alors, nos attentes vis-à-vis de nos responsables, c'est comme je venais de le dire, c'est d'essayer de revoir encore les conditions dans lesquelles les moniteurs ils travaillent. Voilà. C'est vrai qu'il y a certains quand même qui respectent les règles, mais il y a d'autres, ça ne respecte pas trop. Donc s'ils pouvaient essayer de revoir à ce niveau, essayer de respecter ne serait-ce que le minimum pour nous permettre que ce soit le matériel didactique, qu'on puisse bien faire notre travail, que ce soit au niveau rémunération, qu'on puisse bien faire notre travail, parce que comme vous le savez, l'adulte, quand il est satisfait et il sait qu'à la fin de ce que je fais, il y aura quelque chose, alors il se donne à fond et il n'y a pas de souci. Maintenant, côté peut-être des GTTM également, c'est toujours, je dirais, la même chose. Nous avons besoin de formation, pas seulement la DGTTM, ainsi que nos patrons, nous avons besoin de formation. Et ce que je voulais souligner également, il faut reconnaître, comme je le disais tantôt, des répétiteurs, puisque pour d'abord même s'inscrire pour la formation, pour l'obtention du KPK, alors il y a quand même certaines conditions. Je disais tantôt, fallait avoir le permis de conduire, et ce n'était pas seulement à l'obtention du permis de conduire, il faut avoir au minimum un niveau BEPC. Voilà. Maintenant, il se trouve qu'il y a déjà des moniteurs qui sont sur le terrain, qui n'ont pas peut-être ce niveau qui est requis, mais qui sont là, qui ont l'expérience. Si on pouvait essayer de se pencher également sur leur côté, alors essayer même s'il y a une formation de mise à niveau pour leur donner un document qui va leur permettre d'exercer. Parce que sans ce document, ça va être compliqué pour qu'ils puissent continuer puisqu'ils ne connaissent pas autre activité en dehors de ça. D'accord, merci. C'est par ces notes et par cette interpellation que nous allons refermer cette émission parce que nous sommes déjà à la fin du temps qui nous est imparti. En tout cas, merci bien à M. Sawadgo d'être passé sur notre plateau. Merci. Et merci au colonel Kanou Koulibaly d'être passé sur notre plateau. C'est un plaisir. Et c'est sûr que nous nous retrouverons encore sur d'autres thèmes pour pouvoir justement élaborer, parler, discuter pour que nous puissions avoir gain de cause. Et à vous, fidèles téléspectateurs, nous nous arrêtons là pour ce qui est de ce numéro. Je nous rappelle que nous étions avec le colonel Kanou Koulibaly, qui est le directeur général de la DGTTM, et Mathieu Sawadgo, le représentant de l'association des enseignants de la conduite automobile du Burkina Faso. Il est question des automobiles, des auto-écoles et de la fermeture de 118 auto-écoles. Pour ce qui est de ma part, je vous dis merci de nous suivre. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.